Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite pour commencer, direction à Sainte-Marie où des infrastructures comme les routes, mais aussi l'accès à l'énergie ou la promotion du tourisme figurent parmi les priorités lors de la tournée régionale effectuée par le président de la République Andry Rajoelina sur place en cette fin de semaine. Les projets de développement prévus pour l'île ont également été examinés lors du Conseil des ministres qui s'est tenu cet après-midi. L'objectif étant de favoriser le développement de toute la région d'Analanzrouf. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, est arrivé à Sainte-Marie vers 13h cet après-midi pour y tenir un Conseil des ministres. Un conseil dédié à l'examen des projets de développement en cours dans la localité ainsi que dans toute la région d'Analanzrouf. Ce conseil des ministres se déroule en présence des membres du gouvernement, du gouverneur de la région, des autorités locales ainsi que des élus et responsables locaux. À Sainte-Marie en particulier, les infrastructures liées à l'énergie, à la justice et surtout aux routes, considérées comme un pilier fondamental du développement, ont retenu toute l'attention des autorités. De nombreux travaux ont déjà été réalisés, mais d'autres projets sont encore prévus au bénéfice de la population locale. Le développement est ainsi au cœur des activités de cette fin de semaine à Sainte-Marie. Par ailleurs, le président a expliqué que la tenue du Conseil des ministres dans les différentes régions du pays vise à éviter que les citoyens malgaches ne soient de simples spectateurs du développement national. Tuamasin, Mahadzang, Nuzbe, Tuliar et Fenaransu ont déjà accueilli ce type de conseil, a-t-il rappelé, tout en évoquant les projets réalisés à ces occasions. Le programme du chef de l'État pour ces 2 jours de visite à Sainte-Marie est bien rempli, entre inauguration et suivi de projets de développement. Et puis, dans les actualités également, tous les acteurs mobilisés pour venir en aide aux victimes du paludisme et de malnutrition sont présents dans le district d'Ikung. Selon les professionnels de santé, l'éloignement des centres de soins a toujours été un problème majeur. C'est pourquoi une nouvelle stratégie a été mise en place, une approche de proximité consistant à visiter chaque foyer pour effectuer des dépistages, distribuer des médicaments et fournir des moustiquaires. Détails sur les images de Yves Janel. Un plan d'action en 7 points est en cours de mise en œuvre face à l'épidémie de paludisme et à la malnutrition qui sévissent actuellement à Ikung, conformément aux directives du président de la République Andry Rajoelina et du Premier ministre Tse Christian. Tous les intervenants sont désormais sur terrain pour assister la population et tous les moyens disponibles ont été mobilisés, y compris le nouvel avion militaire mis à disposition pour acheminer les aides, explique Fechanian Amambaok, secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture. Les professionnels de la santé se rendent désormais de foyer en foyer pour effectuer des tests, distribuer des médicaments et des moustiquaires. En effet, l'éloignement des centres de santé a favorisé la propagation de la maladie ces derniers temps, selon un personnel de santé. Selon le rapport reçu du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, entre le 3 et le 9 janvier, dans 5 Fuktan de 3 communes d'Ikung, 220 personnes ont été testées, dont 77%, soit 160 cas, ont été déclarés positifs au paludisme. Toujours dans ces mêmes communes, sur 361 personnes examinées, 30 souffrent de malnutrition aiguë sévère et 55 présentent une malnutrition modérée. Selon le directeur général du BNGRC, conformément aux consignes du Premier ministre, l'aide ne se limite pas uniquement à la région de Fitvenan où se trouve Ikung. Elle concerne également 3 régions, à savoir Anos, Vatvav et Atsimotsnanan. Fait divers à présent, Dawili, l'homme accusé de viol et de meurtre d'une mineure âgée de 6 ans à Imersetousk en mars 2024, a été condamné aujourd'hui aux travaux forcés à perpétuité et à la peine de castration. Il a comparu devant le tribunal d'Anous après avoir été placé en détention préventive à Tiafa depuis avril 2024. Les détails. Après 15 mois de détention préventive à la prison de Tiafa, Johnny William Ndjanambintsu, connu sous le nom de Dawil, a été présenté aujourd'hui devant le parquet. Il est reconnu coupable du viol et de la tentative de meurtre d'une fillette de 6 ans
crime survenu le 3 mars 2024 à Imirtsetousk. La peine la plus sévère prévue pour les auteurs de viols sur mineurs, c'est-à-dire la perpétuité et la castration, a été appliquée dans ce cas. Il s'agit d'une peine validée par la Haute Cour constitutionnelle et rendue exécutoire par un décret gouvernemental daté du 26 février 2024, rappelle le procureur général auprès de la Cour d'appel d'Anous, Razaf Njalamb Didier Alban, Ndjiamaz Nour. La mise en œuvre de cette castration se fera grâce à une collaboration entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé publique. Elle vise à dissuader les auteurs de viols, particulièrement ceux qui s'en prennent aux enfants, selon les précisions. Dans un tout autre sujet, les forêts humides de l'Est de Madagascar viennent d'être officiellement retirées de la liste du patrimoine mondial en péril. La décision a été prise lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, tenue à Paris, en France. Elle marque une reconnaissance internationale claire du leadership environnemental à Madagascar. Les forêts humides de l'Est sont constituées de 6 parcs naturels, Maswal, Mardzedzi, Zahamen, Ranmafan, Ndouael et Ndjingch. Ces sites abritent une biodiversité exceptionnelle et endémique, comme les lémuriens, des plantes médicinales rares et jouent un rôle de barrière naturelle contre le dérèglement climatique tout en préservant les sources d'eau potable. Mais en 2010, face à des pressions croissantes telles que la déforestation illégale, le braconnage et l'absence de contrôle suffisant, ces forêts avaient été classées en péril. Depuis, des stratégies de conservation ont été renforcées, des lois ont été révisées pour améliorer la gestion des aires protégées, les dispositifs de surveillance et de lutte contre le trafic ont été intensifiés et les conditions de vie des communautés locales ont été prises en compte. 15 ans plus tard, ces efforts ont porté leurs fruits parce que l'UNESCO retire officiellement les forêts humides de l'Est de sa liste rouge. Une décision qui salue l'engagement de Madagascar pour la protection de l'environnement et de ses richesses naturelles. Mais ce n'est pas une fin, c'est une étape, a rappelé le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andunirina Fontaine. Les efforts doivent se poursuivre pour éviter un retour sur cette liste et pour inscrire de nouveaux sites naturels malgaches au patrimoine mondial. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a assuré le pilotage technique de l'ensemble du processus en renforçant la participation communautaire, en mettant en œuvre des actions concrètes de restauration écologique, en sécurisant les zones sensibles et en respectant les engagements internationaux pris par l'État. Cela s'est fait en étroite collaboration avec Madagascar National Park, les communautés locales, les collectivités décentralisées, ainsi que nos partenaires techniques et financiers. Dans quelle mesure la digitalisation peut-elle révolutionner l'expérience universitaire? Tel est le thème de la 2e édition de l'événement Andao Iresakafa Panchsun, organisé par le PNUD à Madagascar à destination des jeunes, mardi dernier à Nkatsu. L'objectif est de sensibiliser aux avantages de la transformation numérique au sein de l'enseignement supérieur en vue d'y renforcer la qualité de l'enseignement. C'est une Ranirland. Dans le cadre du soutien à la transformation numérique dans les universités, une initiative a été menée conjointement par la Banque mondiale, le PNUD, l'Université d'Antananarivo et l'Association nationale pour l'éducation. Cette démarche vise à impliquer les étudiants de l'enseignement supérieur dans la mise en place d'un système éducatif plus efficace, adapté aux défis du XXIe siècle. Les discussions ont porté sur le numérique et l'enseignement supérieur en abordant les problématiques et défis à relever pour le développement de Madagascar. La question centrale soulevée était « Dans quelle mesure la digitalisation peut-elle révolutionner l'expérience universitaire ?» La 2e édition du forum Andao Iresakafa Panchsun s'est tenue le mardi 8 juillet à l'amphithéâtre de la Faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo. Il s'agit d'un espace d'échange visant à faire émerger de nouvelles idées pour faire face collectivement aux défis du développement à Madagascar. Un étudiant en sciences, par exemple, a exprimé son souhait de voir le numérique devenir une solution concrète pour l'amélioration de l'environnement universitaire.
L'événement se poursuivra dans d'autres régions, notamment à Tuliar et Fianarantsoa, afin de permettre une participation décentralisée et de favoriser une innovation partagée fondée sur l'écoute des étudiants, leurs attentes et les enjeux auxquels ils sont confrontés. La consommation de fromage, un produit dérivé du lait, est très faible à Madagascar comparée à celle des autres pays, selon les acteurs du secteur interrogés aujourd'hui. Pourtant, il s'agit d'un produit qui occupe une place importante, notamment dans la lutte contre la malnutrition. En ce qui concerne la qualité du fromage malagasy, elle s'améliore et peut même être considérée comme compétitive sur le marché international. Andniana Martina, Stitch Andjanab. Les fromages produits actuellement par les petits entrepreneurs n'ont rien à envier à ceux de l'ancienne grande entreprise qui monopolisa jadis le secteur. La filière fromagère est aujourd'hui pleinement vivante à Madagascar et dispose d'un large espace de concurrence sur le marché local. Le monopole exercé par l'entreprise de l'ancien président de la République sur la transformation du lait est désormais relégué au rang de mauvais souvenir pour les producteurs. Aujourd'hui, de nombreuses associations professionnelles se sont formées autour de la collecte et la transformation du lait en divers produits accessibles aux consommateurs. La libéralisation totale du secteur laitier, notamment la production de fromage, a permis la création de nombreux emplois et a amélioré les conditions de vie des producteurs. La production de fromage issu du lait s'étend désormais à plusieurs régions. Autrefois, la transformation du lait était indirectement interdite et contrôlée exclusivement par l'entreprise du régime en place, ce qui limitait les éleveurs à fournir uniquement du lait sans possibilité de le transformer en fromage. Toute tentative d'initiative privée dans ce domaine était étouffée par une concurrence déloyale. Pourtant, le savoir-faire des Malagasy en matière de fabrication de fromage existe depuis longtemps. Mais les producteurs n'osaient pas s'aventurer dans ce domaine à cause du monopole. Aujourd'hui, les petits producteurs exposent régulièrement leur fromage, même si le marché est déjà bien fourni. Ils peuvent produire sans crainte ni incertitude. L'État s'efforce par ailleurs de promouvoir les produits locaux. Lors des foires ou marchés, les petites entreprises et associations exposent fièrement leur fromage. Actuellement, elles organisent même des foires exclusivement dédiées au fromage, une occasion d'informer les consommateurs sur la qualité de ce produit alimentaire. Côté sport, ce grand tournoi de pétanque a lieu chaque année en France. Madagascar a gagné le titre pour la première fois dans l'histoire du mondial, la Marseillaise, qui s'est terminée hier après 4 jours de compétition. Nombreuses équipes y ont participé. Le mondial La Marseillaise à pétanque, comme son nom l'indique, est un grand tournoi international de pétanque qui se déroule chaque année à Marseille, en France. Des joueurs de pétanque du monde entier participent à cette compétition. Cette année, 4700 triplettes y ont participé. Pour cette 64e édition du 6 au 9 juillet, c'est Madagascar qui a remporté le titre grâce à l'équipe MADA 2. L'autre équipe malagasy, MADA 1, a été éliminée en quart de finale. L'équipe malagasy victorieuse a joué contre Philippe Cointet, un grand champion mondial de pétanque, avec Philippe Souchot et Jouffre, les vainqueurs de l'année dernière. Les Malagasy ont gagné le match par 13-10 après 20 mènes et 2h45 minutes de jeu. Madagascar est entré dans l'histoire car en 64 ans d'existence de ce tournoi, c'est la première fois qu'une équipe non française gagne le titre. En 2014, une équipe malagasy composée de Jex, Jean Robot et Luc Kell a été finaliste. 11 ans plus tard, Yves Kell, Louvre et Tonnet ont réussi à prendre leur revanche, remportant le mondial La Marseillaise 2025. Et puis, les karatékas malagasy ont participé hier et aujourd'hui à une formation dirigée par Sensei Dani, un karatéka résident en France. Cette formation a été organisée par une association de femmes ceinture noire dans cette discipline. Toujours un reportage de Anzara Zonarville. Une formation dirigée par Sensei Dani, un karatéka résident en France, s'est tenue hier et aujourd'hui au Palais des Sports de Mamassen.
Fort de son expérience, il est revenu partager ses connaissances avec les karatékas malagasy. De nombreux jeunes, curieux et motivés ont participé à cette session. Ces jeunes candidats, selon Sensei Dani, montrent un avenir prometteur dans cette discipline. Les membres de l'équipe nationale ont également bénéficié de cette formation. Il s'agit d'une initiative organisée par l'Association des pratiquants de ceinture noire malagasy dans le but de renforcer les capacités de l'équipe nationale en vue du championnat d'Afrique. Les rebelles houthistes du Yémen poursuivent leurs attaques contre les navires marchands occidentaux. En moins de 24 heures, 2 navires ont été attaqués. L'un d'entre eux aurait été coulé et 3 personnes sont décédées sur le second. France 24. Des tirs de missiles filmés et diffusés par les rebelles houthis. Leur cible, l'Eternity Sea, un cargo battant pavillon libérien. Le navire est touché plusieurs fois sur son pont et sa coque, jusque sous sa ligne de flottaison. À 7h30 heure locale mercredi matin, il sombre entièrement. Les rebelles yéménites revendiquent l'attaque, d'après eux un acte de solidarité avec la population de Gaza. Selon les Houthis, l'Eternity Sea se dirigeait vers le port israélien d'Eilat. Nos forces navales ont visé le navire alors qu'il faisait route vers Eilat, en Palestine occupée. L'attaque a mobilisé un drone marin, ainsi que 6 missiles de croisière et balistiques. Au moment de l'attaque au large du port d'Hodeïda, environ 25 personnes se trouvaient à bord de l'Eternity Sea, dont 21 Philippins selon Manille. La force navale européenne déployée dans la zone indique que 3 membres d'équipage ont perdu la vie et 6 ont été secourus. Les Houthis affirment avoir placé les survivants en lieu sûr. Le département d'État américain parle, lui, de kidnapping. Les terroristes houthis ont kidnappé plusieurs membres d'équipage survivants de l'Eternity Sea. Nous appelons à leur libération immédiate et inconditionnelle. Avant l'attaque de l'Eternity Sea, les Houthis avaient revendiqué dimanche une autre attaque contre le Magic Seas, dont l'équipage a été secouru. Nous assistons désormais avec une profonde inquiétude à une escalade en mer Rouge, avec 2 attaques contre des navires commerciaux cette semaine menées par le groupe des Houthis. Ces attaques ont causé des pertes civiles et de potentiels dégâts environnementaux. Un accord de cessez-le-feu entre les Houthis et Washington avait pourtant été conclu en mai dernier, permettant un certain retour au calme en mer Rouge, où circule en temps normal 12% du commerce mondial. Enfin, pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu mercredi 9 juillet par le pape Léon XIV dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo, près de Rome, à la veille d'une conférence pour la reconstruction de son pays dans la capitale italienne. France 24. Un deuxième entretien en 2 mois de mandat. Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois été reçu par le nouveau pape Léon XIV, mercredi, cette fois-ci dans la résidence d'été du souverain pontife, à une trentaine de kilomètres de Rome. Au menu des discussions, la question des prisonniers, mais le pape a aussi proposé d'accueillir des pourparlers de paix au Vatican. Bien sûr que nous voulons la paix. Nous voulons que cette guerre soit terminée. Et bien sûr, nous comptons beaucoup sur le Vatican. Le Vatican, sa sainteté, peuvent nous aider à trouver un lieu où les dirigeants les plus importants pourraient se rencontrer pour mettre fin à cette guerre. Dans la journée, Volodymyr Zelensky s'est aussi entretenu avec le président italien Sergio Mattarella, mais aussi avec Keith Kellogg, l'envoyé spécial américain en Ukraine. Des rencontres qui ont lieu avant une conférence de 2 jours à Rome pour la reconstruction de l'Ukraine. Plusieurs dirigeants européens y seront, dont la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, ou le chancelier allemand, Friedrich Merz. Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, y participeront en visioconférence, en pleine visite d'État du président français au Royaume-Uni. L'objectif, trouver de nouveaux financements publics, mais aussi privés, pour aider à la reconstruction de l'Ukraine une fois la guerre terminée. Les alliés de Kiev devraient discuter aussi d'un soutien supplémentaire alors que les frappes russes s'intensifient et que beaucoup de questions se posent sur l'aide américaine. La semaine dernière, Donald Trump a annoncé une pause dans les livraisons de certaines armes. Mais lundi, le président américain a fait volte-face en annonçant des livraisons d'armes défensives à l'Ukraine.
Autre sujet sur la table, la question de l'envoi futur de forces armées en Ukraine, une fois un cessez-le-feu obtenu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Restez avec nous tout de suite après l'émission Jazz Time. Au revoir et je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités.